À l'écoute des radios Mali, il est 13h à Dougounikoro et Jean Tsegou. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h dimanche. Pour renforcer et consolider l'axe Bamako-Accra, le président du Ghana, John Dramani Mahama, a effectué hier à Bamako une visite de travail de quelques heures. Après un tête-à-tête avec le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, les deux chefs de l'État vont sur la voie tracée par les présidents Modibo Keïta et Kwame Nkrumah pour renforcer davantage la coopération bilatérale entre le Mali et le Ghana. La femme malienne a été célébrée hier à Poutchala à l'occasion du 8 mars, la journée mondiale des droits de la femme, présidée par le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Cette journée marque la volonté des autorités de mettre la femme malienne au cœur du développement. Le thème national de cette année est accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement durable. L'invité de ce 13h dimanche est le Dr Abdoulaye Guindo, le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Et nous parlera du rapport final des États généraux de la santé avec ses 68 recommandations et 283 activités opérationnelles. Hors du Mali, au Gabon, ils sont 23, dont le président de la transition, qui ont déposé leur dossier de candidature pour la prochaine présidentielle. Pendant ce temps, le Canada se cherche aujourd'hui un nouveau Premier ministre après la démission de Justin Trudeau. En Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol sort de prison. En sport, on parlera avec Famourou Djourté de football et de basketball, tandis que Focus Santé de ce dimanche nous parlera de l'importance de la consultation prénatale ou CPN. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Dimanche 9 mars 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Visite au Mali hier du président du Ghana au palais présidentiel de Koulouba. Les deux chefs de l'État ont eu un entretien en tête-à-tête élargi aux délégations maliennes et ghanéennes. Au cœur des échanges, la coopération économique appelée à être accentuée avec le renforcement du commerce et l'exploitation du corridor Ghana-Mali pour le transit des marchandises. Les présidents Assimi Goïta et John Dramani Mahama ont évoqué la lutte contre le terrorisme qui, selon le président ghanéen, est une lutte commune. Pendant ce temps, la coopération régionale sera également renforcée et le président de la République du Ghana prône le respect du leader des deux regroupements, à savoir la CEDEAO et la Confédération des États du Sahel. Sira Bachili pour les détails. 2 mois après son investiture à la tête de la République du Ghana, le président John Dramani Mahama vient réactiver les liens d'amitié et de fraternité entre les deux nations. Une coopération qui avait connu un ralentissement lié à une non-convergence de vues sur des questions politiques et de gouvernance. À la rencontre du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, John Dramani Mahama dit être sur les traces de Modibo Keïta et de Kwame Nkrumah, 2 présidents panafricanistes qui ont farouchement lutté pour l'unité africaine. Pour lui, il faut recoudre les tissus et cheminer ensemble. Il exprime tout d'abord sa reconnaissance au peuple du Mali et à son président. John Dramani Mahama, président de la République du Ghana. Brother, President of the Transition, President Goïta. Saisis cette occasion, toujours pour remercier le président Goïta, le président de la transition du Mali, pour avoir, en son temps, délégué M. le Premier ministre du Mali, chef du gouvernement, de le représenter à notre investiture à Accra et aussi lui envoyer en tant qu'envoyé spécial auprès de nous-mêmes au Ghana en vue d'échanger justement ces très bonnes relations qui existent entre les deux pays. Et ceci a été positivement ressenti par les populations ghanéennes, par le peuple ghanéen. De nouveaux paradigmes de coopération largement discutés par les chefs d'État maliens et ghanéens. Pendant 1 heure, le général d'armée Assimi Goïta et John Dramani Mahama ont échangé sur les mesures visant à intensifier le volet économique entre le Mali et le Ghana à travers les échanges commerciaux appelés à être mieux encadrés. Une entrevue élargie aux 2 délégations pour dégager les pistes d'une coopération solidifiée. But we also took the opportunity to Ça a été pour nous une opportunité donc de revisiter ces liens commerciaux
qui existe déjà depuis de très longues dates entre les deux pays. Et comme vous le savez, il existe une forte communauté de Maliens au Ghana, de Maliens qui ont la double nationalité, qui sont aujourd'hui citoyens ghanéens, mais qui participent non seulement à la vie économique du Ghana, mais aussi à la vie économique du Mali, d'échanger sur ces liens donc de commerce. La garantie de la sécurité de la région ouest africaine réside dans la coordination des actions, une conviction évoquée par le président ghanéen. La lutte contre le terrorisme n'est pas qu'une affaire des États du Sahel, c'est un pan de la coopération Mali-Ghana qui sera accentué. And most importantly, we discussed Nous avons évidemment discuté de relations de deux pays en termes de coopération en matière de défense et de sécurité afin de poursuivre la lutte contre le terrorisme. Vous savez très bien que le terrorisme n'existe pas seulement qu'au Mali et aussi dans les autres pays de l'Alliance du Sahel, de la Confédération, et qui même au-delà dans d'autres pays du Sud, notamment le Ghana et d'autres. Dans quelle mesure nous pouvons donc mutualiser nos efforts afin de lutter efficacement contre les groupes terroristes. Dernier point abordé, la coopération sous-régionale. Pour John Dramani Mahama, le respect du leadership s'impose et à la CEDEAO et à l'AES. Des relations peuvent être établies entre les deux regroupements. Yes, we discussed it, and Ces relations peuvent exister entre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, prise en tant que regroupement dans la sous-région. Nous avons compris qu'il y a eu une sorte de manque de confiance entre les leaders donc, de différents regroupements. Ce manque de confiance doit donc être corrigé et afin qu'il puisse y avoir le respect mutuel entre donc, le leadership donc, de chacun de ces regroupements au niveau de la sous-région, entre l'AES, la Confédération donc, des États du Sahel qui existe, qui est irrévocable, et aussi la CEDEAO. Nous sommes tenus à vivre ensemble. Et donc, Ghana, à travers I'm an old face nous avons because pris I've been l'engagement president de before, poursuivre I've been chairman of l'appui, ECOWAS before, donc, à la but again I'm a Confédération new face et because aussi de I was travailler just à faire en elected, sorte à ce que and so existe Ghana is un prepared lien to continue to entre play les the deux role. regroupements. Pour une collaboration fructueuse plus étroite entre les acteurs du secteur privé des deux pays et favoriser les échanges commerciaux et avec l'appui à la lutte contre le terrorisme, la Grande Commission mixte Mali-Ghana, dont la dernière rencontre date de 2011, sera dynamisée avec de nouvelles orientations. Des hauteurs du palais de Koulouba, nous prenons la direction de Koutchala, 16e région, où le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier les activités de la Journée internationale des droits de la femme. Le thème national de l'édition 2025 est accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable. Le Premier ministre a également salué le rôle que les femmes jouent dans le développement du pays. Envoyés spéciaux dans la capitale de l'Or Blanc, Mamari Kone Aliou Touré de la presse de la primature. Commémoration du 8 mars, Journée internationale des femmes, délocalisée pour la deuxième fois à l'intérieur du pays, à la tête d'une forte délégation, le Premier ministre, chef du gouvernement au nom du parrain de l'événement, le général d'armée Assimi Goïta, préside le lancement des activités. Loin d'être une simple commémoration, le 8 mars est l'occasion de rappeler les combats menés, les victoires obtenues et les défis à relever. Kouyaté Gno Sissoko, président de la CAFO. Chères femmes du Mali, votre force, votre résilience et votre détermination sont les piliers sur lesquels nous construisons notre avenir. Mobilisons-nous donc pour atteindre l'autonomisation des femmes. Pour sa part, le représentant du coordinateur du système des Nations Unies au Mali a reconnu l'engagement politique de haut niveau du gouvernement. Yacouba Doumbia, représentant du coordinateur du système des Nations Unies au Mali. Les dispositions juridiques et institutionnelles prises par l'État méritent d'être renforcées et saluées au travers de notre cadre de coopération avec le gouvernement, afin de consolider les acquis du pays en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. L'édition 2025 de la Journée internationale des femmes, au plan international, porte sur le thème « Investir en faveur des femmes », accélérer les rythmes. Au niveau national, les activités se déroulent
autour du thème « Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles au gage d'un développement humain durable ». Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Ce thème est en droite ligne avec la vision des plus hautes autorités du pays qui placent les femmes et les filles, quel que soit en milieu urbain et rural, instruites ou non instruites, au cœur du développement harmonieux, inclusif et durable de Malipura. L'organisation de cette journée traduit l'intérêt que le gouvernement attache à la promotion des droits des femmes et des filles. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les autorités de la transition sont convaincues que sans la femme, rien de solide et durable ne peut se construire. C'est pourquoi elles sont au début, au milieu et à la fin de notre longue et irréversible marche vers la restauration de notre dignité, de notre vivre ensemble et de notre souveraineté retrouvée. Depuis l'avènement de la transition, les femmes maliennes ont été présentes à toutes les rencontres avec des contributions de taille. On ne saurait passer sous silence certaines réalisations concrètes menées par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Entre autres, la nomination des femmes à les hautes fonctions au sein du gouvernement, dans les gouvernorats, des postes de direction et bien entendu dans le cabinet du chef de l'État. Entre autres réalisations, nous pouvons également citer la mise en place d'une session de préparation au concours de l'ENA exclusivement pour les femmes. À ce sujet, grâce à cette mesure, pour la première fois, le nombre de femmes admises a substantiellement augmenté. L'attention particulière accordée aux veuves, notamment celles dont les époux sont tombés au champ d'honneur. L'attention particulière accordée aux femmes rurales, véritable force de production de notre pays. Également la protection juridique renforcée des femmes. Après Kouloukouro en 2000, la journée est célébrée cette année pour la deuxième fois à l'intérieur du pays. Le choix de Koutiala n'est pas fortuit. Ce choix symbolise l'engagement de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, envers les femmes rurales, nos vaillantes mères, épouses et sœurs, en reconnaissance de leur contribution pour le développement du pays. Le Premier ministre a remis aux femmes victimes des dernières inondations du matériel d'assainissement offert par le ministère en charge de l'environnement. Il est composé de brouettes, de pelles, de râteaux et de grésilles. Le ministère de l'Agriculture a également mis à leur disposition des motopompes, des motoculteurs et 10 tonnes d'intrants et de semences. Retour dans ce studio avec notre invité de ce 13h dimanche. Je vous l'annonçais dans les titres. Il s'agit du docteur Abdoulaye Guindo. Il est le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Okay, bonjour et merci encore une fois. Tout d'abord, avant de parler de santé qui ne peut pas aller sans la femme, quel regard vous portez sur la célébration de la journée des droits de la femme? Merci beaucoup pour cette question. Comme je l'ai dit encore une fois, nos groupes cibles en partie pour la santé, c'est le couple mère-enfant, donc c'est la femme. Et donc, s'il y a une journée, en tout cas commémorative, en tout cas à leur endroit où nous devons célébrer les femmes, c'est une belle opportunité, encore une fois, pour les mettre au centre du développement et les prendre comme un acteur principal, en tout cas du développement, pour prendre leur propre initiative en compte. Un acteur du développement, c'est la santé, elle est au cœur de tout. Et il y a eu au mois de décembre dans notre pays les États généraux de la santé. Et cette semaine, le rapport final a été remis au ministre de la Santé et du Développement social avec 68 recommandations et 283 activités opérationnelles. Comment comptez-vous faire avec tout ça? Alors, donc maintenant, comme vous avez dit, 68 grandes recommandations, 283 activités donc, qui ont été consignées dans un plan décennal. Et donc, à partir de là, ce plan, il faut le dire, coïncide aussi avec notre cycle de planification. Nous avons ce qu'on appelle le PDDS, c'est-à-dire notre plan décennal de planification, donc qui prend en compte tout ce qui est activité et tout ce qui est comme préoccupation en matière de santé dans ce plan. Alors, je crois que les recommandations de ces États généraux seront le socle ou la base fondamentale de ce plan. Et donc, ce qui va permettre, bien entendu, d'intégrer le plan et qui va entrer dans notre cycle de planification qui est un cycle ascendant. Voilà. Au sortir des États généraux de la santé, il y avait plus de 1000 recommandations. Comment en êtes-vous arrivé à synthétiser en 68 et quelles sont à peu près les bases des 68 sur lesquelles vous allez vous appuyer? Merci beaucoup pour cette question. Donc, au sortir vraiment des États généraux, parmi les
1000 recommandations. Donc, Madame le ministre de la Santé et du Développement social a mis en place un comité technique. Et donc, puisque les États généraux se sont déroulés non seulement au niveau des régions, mais aussi au niveau national, où on a fait une sorte de brainstorming de tout ce qui est comme recommandation. Donc, le comité technique donc, a analysé et a catégorisé, bien entendu, en thématiques. Thématiques d'ordre politique et thématiques d'ordre politique, d'ordre stratégique et d'ordre opérationnel. Et ceci a abouti, bien entendu, en faisant une sorte d'agrégation, un agrégat de 68 recommandations. Et ces 68 recommandations sont plus ou moins partagées entre les 3 ou 4 axes. Premier axe, c'est-à-dire l'axe des soins, offre de soins et qualité de services. Deuxième axe, ça c'est la gouvernance et communication. Troisième axe, on peut dire tout simplement, ça c'est le financement à la santé. Et quatrième axe, ça c'est les questions transversales. Dans ce document, Monsieur le secrétaire général, il ressort que vous devez recruter aussi 5000 agents de santé par an. Oui. Ça, c'est faisable? Alors, donc c'est faisable, c'est pas utopique, puisque au fait, l'OMS préconise 23 professionnels de santé pour 10 000 habitants. Alors, donc nous sommes à 6. En tout cas, pour aller vers ces normes, donc nous avons préconisé cela. Et en essayant de faire non seulement un plaidoyer, parce qu'il y a plusieurs, en tout cas, sources de recrutement. Nous avons la fonction publique des collectivités. Nous avons certains partenaires, en tout cas, qui recrutent. Et chez nous aussi, les ASACO, les associations de santé communautaire, recrutent. Les collectivités aussi, comme je l'ai dit encore une fois, les mairies, même en tant que telles. En dehors même de la fonction publique des collectivités. C'est de dire tout simplement pour rapprocher le service de qualité à la population, qui est un vœu et qui a été un vœu, bien entendu, aussi un vœu au cours de ces GGS. Il faudrait, bien entendu, tout part vraiment des ressources humaines. Il faudrait qu'il y ait ces ressources humaines qualifiées auprès vraiment de la population. Justement, par rapport à la population, s'il y a un aspect sur lequel il n'est pas très très content, c'est bien sûr le domaine de la santé. Tout à fait. Ça appauvrit et les services ne sont pas assurés. Comment comptez-vous faire en sorte que la population puisse faire confiance aux services de santé? C'est ça. Donc, comme je l'ai dit tout de suite, la redevabilité, il faudrait tout simplement, encore une fois, puisque la perception communautaire est toujours bien traitée au niveau du ministère de la Santé. À chaque fois qu'il y a des plaintes, en tout cas de cette population, cela est positivé, analysé et dégager des stratégies par rapport à ça. On sait bel et bien, quand on a fait les états généraux, les micro-trottoirs, ce qu'on a entendu n'était pas du tout luisant pour nous. Et pour ce faire, il faudrait bien ce qu'on appelle une communication à l'endroit de cette population, c'est-à-dire pour un changement de comportement tant au niveau, bien entendu, des prestataires, mais aussi de la population. Expliquer au maximum, bien entendu, le système de santé. Un système de santé qui est basé surtout, en tout cas, sur l'accès de proximité aux services de santé. Et c'est un système pyramidal que lorsqu'on respecte le plus souvent, on a peu de problèmes. Mais j'ai dit franchement qu'il n'est pas respecté. Et les cliniques dans ces recommandations clandestines. Tout à fait. Et ces cliniques seront réglementées. Donc, d'ores et déjà, il y a un texte qui est dans le pipeline qu'on est en train, bien entendu, aujourd'hui de prendre et qui va passer tout de suite au niveau vraiment du Conseil des ministres, qui réglemente tout et qui donne la force, bien entendu, à l'inspection, au contrôle et à l'évaluation des soins produits au niveau vraiment et des structures publiques et aussi des structures privées. Dernier aspect de cet entretien, Monsieur le secrétaire général, ça a été toujours le débat, médecine traditionnelle, médecine moderne. Et parmi les recommandations, finalement, le département reconnaît l'importance de la médecine traditionnelle dans la pratique sanitaire au Mali. Ça fait partie de nos valeurs, la médecine traditionnelle. Mais maintenant, comment organiser? Déjà, on le dit, il y a un pan qui a été déjà fait. Il y a un institut, bien entendu, national de pharmacopée de médecine traditionnelle qui est déjà là et qui fait des recherches et qui essaie, bien entendu, de moderniser au maximum, en tout cas, les médicaments traditionnels en tant que ça, tel, et qui est en train d'organiser les tradithérapeutes en fédération, en association, etc.,
pour que réellement, et réglementer maintenant les soins au niveau vraiment de cette médecine traditionnelle. Donc il nous appartient aujourd'hui de faire une grosse organisation autour de cette médecine et pharmaco-traditionnelle que nous utilisons tous. Et il y a même quelquefois des propositions qui sont là. Pourquoi pas? Le plus souvent, ces médecins traditionnels, ce sont les premiers contacts. Et pourquoi ne pas le prendre, bien entendu, comme au niveau primaire, c'est-à-dire au niveau comme des CESCOM, ou bien les prendre comme les agents de santé communautaire. Donc ça, ce sont ces grandes réflexions qui sont là et qu'on va approfondir dans ces derniers jours pour mieux organiser vraiment ce secteur. Horizon 2034, 68 recommandations, 283 activités. Mais est-ce que vous avez de l'argent pour mettre tout ça en marche? Alors, comme je vous le dis, c'est vrai, c'est ça le grand problème, mais ça sera tout simplement mis dans nos plans. C'est-à-dire, ça ne sera pas une sorte de recommandation à part qu'on doit exercer, mais non, ça sera intégré. Ça ne dormira pas dans les tiroirs. Non, pas du tout, parce que ça va intégrer notre plan de planification depuis les CESCOM, depuis les ASC, depuis les relais, jusqu'au niveau, bien entendu, des hôpitaux. Donc, ça sera le plan sera versé vraiment dans le plan qu'on appelle le PDDS. Ça sera en tout cas le socle ou bien la base fondamentale pour écrire notre PDDS. Cela veut dire que ça ne sera pas basé, laissé dans les tiroirs. 1, 2, il faudrait encore une fois comment amener les uns et les autres à comprendre que la santé est un investissement aussi, qu'il faut y mettre en tout cas beaucoup d'argent pour avoir en tout cas la santé. Et quand il y a une bonne santé, il y a un bon développement. Dernière question, M. le secrétaire général. Oui. Quelle assurance vous donnez à la population justement pour faire confiance aux services de santé, parce que nous savons tous que c'est la croix et la bannière souvent quand on se rend dans nos structures sanitaires. Tout à fait. Merci vraiment pour cette question. Et c'est ça aujourd'hui que nous sommes en train de travailler. Comment être redevable à cette population et comment vraiment la population aussi puisse comprendre leur rôle, c'est-à-dire et comment le personnel de santé puisse se comporter. Ce n'est pas une question bien entendu ni d'équipement, une question non seulement de qualité de service ou de qualité des ressources humaines, mais surtout on fait toujours sur le focus et l'orientation des malades. Et pour cela, nous allons y travailler. Je crois que ça sera le premier plan de résistance, en tout cas par rapport à ces états généraux, pour que nous puissions faire un plan de communication et en ce moment en préparation pour vraiment un véritable changement de comportement, tant au niveau bien entendu des prestataires, mais aussi des bénéficiaires. Merci Dr Abdoulaye Guiro d'avoir accepté notre invitation pour nous parler justement du rapport final des États généraux de la santé qui se base sur l'horizon 2034 avec 68 grandes recommandations et 283 activités opérationnelles. On va continuer de parler santé dans ce 13h et direction la cité des Askies à Gao où on a inauguré un centre médical appelé Niali au quartier d'Idara. L'infrastructure comporte toutes les commodités et va contribuer à soulager les souffrances des femmes et des enfants vulnérables de la cité des Askies, d'où nous appelle Sambare Aïdara. L'inauguration de ce centre médical constitue un véritable ouf de soulagement pour les populations de Guidara. Le centre médical Niali, doté de toutes les commodités, offre désormais des prestations socio-sanitaires aux couches les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Dr Yehia Seydou Meiga, médecin-chef du CCRF de Gao. C'est un centre désormais qui peut assurer les consultations de premier niveau comme recommandé par les normes des services de santé, qui assurera la vaccination des enfants, qui serait destiné aussi à faire la promotion de la nutrition qui accueille la femme pour la grossesse, pour l'accouchement, pour la promotion de la santé. Pour la promotrice du centre, le choix de la date d'inauguration n'est pas fortuit. Madame Touré Kumba Hashimi Maïga, promotrice du centre médical Niali. Ce précieux présent cadeau, gracieusement offert par l'ONG Développement pour servir la communauté, a été réalisé grâce à une promesse tenue par Madame Keita Amimeiga. Nous avons bien voulu organiser cette inauguration en prélude des activités du 8 mars pour magnifier les braves femmes de la région du Gao. La mise à disposition de ce centre médical est en parfaite adéquation avec la politique sanitaire de notre pays. Mahamadou Diakité, premier adjoint au préfet de Gao. Cet édifice, en rapprochant le centre de santé aux populations vulnérables pour une meilleure prise en charge des soins de santé, participe pleinement à la politique
national de la santé. En plus de l'infrastructure principale dont les travaux ont été financés par l'ONG Développement pour servir la communauté, l'ONG ACODIS a mis à la disposition du centre un espace dédié à l'épanouissement des enfants. Gao, Sambara Aidara et Youssouf Samake pour l'ORTM. 13h23, actualité hors du Mali au Gabon. Les candidats à l'élection présidentielle sont désormais connus. Ils sont 23 à s'être rendus hier au ministère de l'Intérieur pour déposer leur dossier. Le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été le premier à déposer sa candidature. Le chef de la transition ira en indépendant avec sa nouvelle plateforme, le mouvement des bâtisseurs. L'ancien premier ministre Alain-Claude Binzi a aussi déposé son dossier. Le syndicaliste Jean-Rémy Yama, une figure de la société civile gabonaise, sera aussi candidat, tout comme Pierre Claver Maganga Moussavou, le fondateur du PSD, âgé aujourd'hui de 72 ans, alors que la nouvelle constitution gabonaise indique que les candidats doivent être âgés de 35 à 70 ans. Il avait déjà été candidat à 4 reprises. Au moins 4 femmes ont fait acte de candidature. Tous les dossiers vont à présent être étudiés avant la publication de la liste officielle des candidats. Mais déjà plusieurs postulants ont toutefois demandé ce matin un petit délai supplémentaire afin de pouvoir obtenir quelques documents manquants, notamment la quittance du Trésor gabonais prouvant qu'ils ont bien déposé une caution de 30 millions indispensable à cette présidentielle. En Allemagne, après la victoire de la CDU-SCU, Union chrétienne-démocrate, lors des élections législatives du 23 février dernier, les discussions en vue de former un nouveau gouvernement avancent depuis hier. Les conservateurs arrivés en tête ont trouvé un accord de principe avec le Parti social-démocrate d'Allemagne, SPD, centre-gauche du chancelier sortant Olaf Scholz. Les conservateurs allemands de Friedrich Merz, le nouveau chancelier, et le parti du centre-gauche SPD ont annoncé ce matin avoir conclu un accord de principe en vue de former un gouvernement qui prévoit d'investir massivement pour remplacer et réarmer la première économie européenne. Au Liban, plus de 3 mois après la trêve entre Israël et le pays, la Banque mondiale fait ses comptes. Si le bilan humain est très lourd, près de 4 000 morts et 16 000 blessés, les 14 mois de guerre ont aussi coûté très cher à l'économie libanaise. À la demande des autorités du pays, la Banque mondiale a remis son rapport hier et le coût de la reconstruction et du redressement est chiffré, tenez-vous bien, à 11 milliards de dollars et la Banque mondiale se dit prête à mettre cette somme à la disposition du Liban. À présent, prenons la direction du Canada. Au Canada, les membres du Parti libéral choisissent aujourd'hui leur nouveau chef parmi 4 candidats. Il s'agit de Mark Carney, Chrystia Freeland, Karina Gould et Frank Besley. Ce nouveau chef deviendra automatiquement Premier ministre en lieu et place de Justin Trudeau qui a démissionné il y a de cela quelques mois. Pour parler de ce dossier canadien, j'accueille en direct dans ce journal Mohamed Sangari. Mohamed, bonjour. Bonjour Ousmane. Quel défi attend alors le prochain Premier ministre canadien et comment cette élection va se dérouler? Le prochain Premier ministre canadien héritera d'une situation économique tendue, aggravée par la menace des droits de douane punitifs américains. Cette crise, perçue comme la plus grave que le pays ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, plane comme une épée de Damoclès sur l'économie canadienne. L'élection du nouveau chef du Parti libéral, qui deviendra de facto le Premier ministre, se déroule en ligne et mobilise environ 400 000 membres inscrits. Le processus électoral est complexe, basé sur un système de points attribués par circonscription combiné à un vote préférentiel. Ce système prévoit potentiellement plusieurs tours de scrutin si aucun des candidats ne parvient à obtenir la majorité absolue dès le premier tour. L'annonce du vainqueur, attendue avec impatience ce soir, marquera le début d'un mandat centré sur la gestion de cette crise commerciale. La priorité absolue du nouveau Premier ministre sera donc de désamorcer cette menace de guerre commerciale avec les États-Unis, une tâche qui définira sans doute les premiers mois de son administration. Ousmane Dao. Direction la Corée du Sud, où le président sud-coréen suspendu Yoon Sung-yeol est sorti hier après-midi du centre de détention où il était incarcéré depuis le mois de janvier. Plus tôt dans la journée, le parquet de Corée du Sud a ordonné sa remise en liberté au lendemain de l'annulation par un tribunal de Séoul du mandat d'arrêt en vertu duquel Yoon Seul était incarcéré. Et puis en Argentine, des pluies torrentielles ont fait aujourd'hui au moins 13 morts
Comores à Bahia Blanca, ville située à 600 km au sud de Buenos Aires. En quelques heures, cette ville de 350 000 habitants a reçu l'équivalent de 8 mois de pluie du jamais vu selon les autorités du pays. Dans un instant, le sport. En basketball, la 6e journée du championnat national a pris fin hier dans la salle Salamatou Maïga. Et puis, toujours en basketball, la finale du tournoi du 8 mars des moins de 18 ans se joue ce dimanche à Kinzambougou, en commune 2 du district de Bamako, entre le Djoliba et l'Estral de Bamako. Tandis qu'en football, les Aigles du Mali s'apprêtent dans quelques jours à affronter les Comores et la République centrafricaine dans le cadre de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sur le plan national, la 14e journée du championnat national Ligue 1 professionnel de football s'achève également ce soir. Le tout, c'est avec Famou Djourté. Football, championnat national de Ligue 1 professionnel, la 14e journée prend fin ce dimanche avec 4 matchs au programme. À Bougouni, au stade Moussa Diakité Itua, l'US Bougouni reçoit le leader, le Djoliba Assi. 11 créateurs de Nyarela affrontent l'association sportive de Korofina ASCO au stade Salif Keita Domingo de Kati. Ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté, le stade malien de Bamako joue contre l'AS Police. Ces rencontres débutent à 16h30 temps universel. Vous pourrez suivre les rencontres 11 créateurs ASCO et stade malien de Bamako AS Police en direct sur la radio nationale et son réseau synchronisé avec Fotiki Tunkara et Isaac Tchinou à partir de 16h30 temps universel. Le dernier match de la 14e journée oppose à 18h45 l'US face à l'AS Real de Bamako au stade Mamadou Konaté. En ouverture ce samedi, les Étoiles du Mandé ont perdu 2-1 face à Afrique Football Elite. Le FC Diarra s'est incliné 1-0 devant l'AS Bakardjan de Baraouli. L'US Bougouba et Binga FC ont fait match nul 1 but partout. Toujours en football, le Mali s'apprête à affronter respectivement les Comores et la République centrafricaine dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Les Comores et la Centrafrique, ne disposant pas de stade répondant aux normes internationales, ont opté pour le Maroc comme lieu de leur match à domicile. Ainsi, le Mali affrontera l'équipe comorienne le 20 mars au stade municipal de Berkane, puis la Centrafrique le 24 mars au stade Larbi Zaouli de Casablanca. Ces rencontres se joueront à un moment où le football malien a failli connaître une nouvelle zone de turbulence. Le doyen Djibril Traoré s'est intéressé au sujet. Voici son analyse. Avec une volonté et une énergie jamais égalées, les Aigles vont effectuer le déplacement de Berkane pour y affronter les Comores pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un seul mot d'ordre, la victoire. Rien que la victoire, en attendant d'affronter la Centrafrique plus tard pour le compte de la 6e journée avec la même détermination et le même objectif. En parfaite intelligence, le département des sports et la Fédération malienne de football ont compris l'enjeu et leur rôle. Oui, ils ont tourné tous les deux le dos au négatif pour ne regarder que le Mali. Notre Mali, dont l'objectif principal reste l'excellence dans la dignité et l'honneur. Les deux parties se sont rencontrées il y a de cela quelques jours pour mettre fin à une incompréhension qui commençait à prendre des proportions inquiétantes. Mais la sagesse du ministre Fomba, compréhension du comité exécutif de la FEMAFOOT ont pris le dessus et à temps. Voilà pourquoi nous sommes quelque peu optimistes pour l'expédition marocaine et les 6 points à engranger pour occuper notre vraie place dans cette poule. L'entraîneur Tom Saint-Fit, dont les efforts sont à saluer depuis son arrivée à la tête des Aigles, est conscient de la situation. Et il en est de même pour ses joueurs. Oui, ils savent tous que l'opportunité de disputer une Coupe du Monde est là et que cette opportunité ne peut être réellement envisageable qu'en remportant ces 2 matchs à Berkane contre respectivement les Comores et à Casa contre la Centrafrique. Le département chargé des sports et la Fédération malienne de football ont décidé de mettre tous les atouts de leur côté pour réussir cette mission, certes difficile, mais loin d'être impossible. Et l'encadrement technique et les joueurs sont dans la même dynamique. Et ce qui est sûr, c'est que les Maliens, une fois de plus, se dresseront derrière leur équipe pour la pousser à la victoire. Actuellement, 4e de son groupe avec 5 points, le Mali accuse un retard de 4 points sur les leaders, les Comores et le Ghana qui comptent chacun 9 points. Madagascar occupe la 3e place avec 7 points. Parlons à présent de ce drame qui a frappé le FC Barcelone ce samedi soir avant son match contre Osasuna au compte de la 27e journée de la Liga pour boucler ce chapitre football. Carles Minaro Garcia, médecin de l'équipe première, est décédé à seulement 40 ans dans l'hôtel où séjournaient les joueurs avant leur match face à Osasuna.
Après avoir partagé un repas avec l'équipe et s'être retiré pour la sieste, il n'a pas pu être réveillé. L'annonce de son décès a été faite directement dans le vestiaire par le président du club, Joan Laporta, qui a tenu à informer personnellement les joueurs avant le coup d'envoi. Face à la gravité de la situation, la Fédération espagnole, la Liga et le FC Barcelone se sont réunis en urgence pour prendre une décision. Finalement, le match a été annulé à une demi-heure du coup d'envoi. Le club d'Osasuna, qui devait affronter le FC Barcelone, a immédiatement exprimé son soutien aux Blaugrana et aux proches du défunt à travers un communiqué. Dans la foulée, le Real Madrid, qui joue cet après-midi à 15h30 temps universel contre Rayo Vallecano, a aussi adressé à travers un communiqué un message de soutien envers la famille du défunt ainsi qu'aux joueurs barcelonais. Basketball à présent, la 6e journée du championnat national de première division a pris fin ce week-end. Sur le tableau masculin, le Stade Malien de Bamako a largement battu face au Canou 88-42. Après son succès de la 5e journée, l'AS Real s'est incliné devant le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, 62-53. Vendredi, le centre Mamoutou Kane, CMK, a perdu contre lui face à 65-66 et l'AS Police a gagné contre Atar Club de Kidal 72-59. En série dames, hier samedi, les Scorpions de l'AS Real ont enchaîné avec une nouvelle victoire après celle obtenue lors de la 5e journée. Cette fois, elles ont pris le meilleur sur les joueuses du CRBT par 74-40. Le Stade Malien de Bamako a dominé l'AS Commune 5 par 80-58. Vendredi, l'AS Police a perdu 70-56 face au Djoliba AC et Calaban Sport Club KSC a remporté son duel contre l'USFAS 59-49. Pour terminer, la finale du tournoi du 8 mars de basketball chez les U18 filles, organisée par la commission féminine de la Fédération malienne de basketball, qui devait se jouer ce samedi 8 mars, se joue finalement ce dimanche à partir de 16h sur le terrain de 15 Ambougou. AS Real de Bamako Djoliba AC est l'affiche de cette finale. En demi-finale, les deux équipes ont éliminé respectivement le Stade Malien de Bamako et l'équipe de 15 Ambougou par 46-43 et 38-8. Focus santé. Et dans celui de ce dimanche, on va parler de la consultation prénatale dite CPN. Cette consultation permet de détecter à temps toutes pathologies qui peuvent affecter la femme enceinte ou son futur bébé, de prendre les dispositions nécessaires pour l'accouchement. Les avantages et les inconvénients de la consultation prénatale, c'est avec Koumba Sissi. Madame Sidibé Sadamele est à sa 3e maternité. Elle est hypertendue, c'est pourquoi elle suit régulièrement toutes les étapes de la consultation prénatale. Je suis à ma 3e consultation. Je trouve que la CPN est très importante. La grossesse suivie par un professionnel de la santé jusqu'à l'accouchement, c'est ce qu'on appelle la consultation prénatale. Dès que la femme se rend compte qu'elle est enceinte, elle doit commencer la CPN. Ouattara Joséphine Sidibé, sage-femme au CCRF de la commune 6 du district de Bamako. Les avantages de la CPN sont nombreux. Ça permet de détecter les maladies et les complications et de traiter les maladies pendant la grossesse. Ensuite, la préparation à l'accouchement. Après la première visite, la femme ouvre un carnet de santé. Celui-ci prend en compte toutes les informations nécessaires sur le nombre de maternités, l'état de la santé de la femme et du fœtus à travers les examens sanguins et l'imagerie. Au niveau de la première page, il y a le plan d'accouchement. Chaque fois, la femme enceinte peut prendre son carnet et réviser le plan d'accouchement. Dans les conditions normales, l'échographie est faite 3 fois avant l'accouchement. Et le but n'est pas seulement de connaître le sexe de l'enfant. Au premier trimestre, on doit réaliser une échographie. Cette échographie permet la datation et le siège de la grossesse. C'est-à-dire si la grossesse est intra- ou extra-utérine. Si c'est intra-utérine, tant mieux. Dans le cas contraire, si c'est extra-utérine, il faut une intervention chirurgicale, sinon la vie de la dame est en danger. Au deuxième trimestre, l'échographie a son importance aussi. Ça permet de faire la morphologie, voir s'il n'y a pas de malformation fœtale. Voilà. Maintenant, au 3e trimestre, il faut aussi au minimum une échographie, sinon 2, pour voir le poids fœtal, la présentation, pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes, c'est-à-dire recherche d'anomalies funiculaires ou bien si le fœtus est gros. Par exemple, la femme ne peut pas accoucher par voie basse si c'est une macrosomie. Ça permet de faire le pronostic de l'accouchement. Certaines femmes commencent la CPN tardivement et d'autres l'ignorent jusqu'au terme de leur grossesse. Ces dernières et les bébés qu'elles portent en leur sein courent des risques. Les conséquences, elles sont nombreuses. Une femme qui ne fait pas de CPN, quand elle vient pendant l'accouchement, on est obligé de faire le bilan. Ça serait une perte de temps. Ou bien elle peut venir avec des complications, par exemple une prééclampsie, voire une éclampsie. Ou bien il se peut qu'elle a le VIH.
Or, on doit faire la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Donc, les maladies ne sont pas détectées à temps. Donc, ça peut entraîner des avortements à répétition. Elle peut faire le pali, donc il peut avoir une malformation chez l'enfant. Elle peut faire des accouchements prématurés, voire le décès maternel. Pour éviter toute complication liée à la grossesse et à l'accouchement, les femmes enceintes doivent suivre la CPN à temps en faisant également les examens qu'on leur demande. Il est 13h38 à Dramane et à Samégar, deux localités situées à Kaye, en ce 9e jour du mois de Ramadan 2025. Ce journal prend fin. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Amadisso. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30. Comme jusqu'à la fin du mois de Ramadan, et il n'y a pas de 22h30. Vous serez en compagnie de Fadem Akiyita. Moi, je vous retrouve demain lundi à 13h, toujours avec la même passion et le même plaisir de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bonne suite de Ramadan à toutes et à tous. Excellent après-midi de dimanche, mais gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, la rétrospective de l'actualité de la semaine, ce sera avec l'ancien Akiyita. Au revoir.